Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus à cette quatrième, je crois, rencontre autour de l'art des jardins que l'Institut européen des jardins et paysages a mis en place ici grâce à l'accueil et à l'aide logistique, technique, etc. de la Maison des sciences de l'homme, que je remercie au passage. La première fois, c'était il y a un an, je crois, et c'était pour présenter le numéro de la revue Jardin qui venait de paraître. Et donc voilà, aujourd'hui on fera un peu la même chose pour le numéro suivant qui a été publié, qui est sorti il y a quelques mois. Donc vous connaissez, je crois, la revue Jardin. Je ne veux pas vous parler, vous raconter pour la millième fois que c'est une revue sur les jardins, qui aborde les jardins sous un angle un peu plus philosophique, etc., que horticole ou botanique. Mais il y a aussi de l'horticulture, il y a aussi de la botanique. Donc c'est une revue thématique. Donc le thème de ce dernier numéro que j'ai choisi avec entre autres Éric de Rubercy qui est là à côté de moi, qui fait partie du comité de lecture et qui m'aide et qui m'accompagne dans ces chemins. Et on a pensé à ce thème de la nourriture. Donc l'idée, c'est de parler du jardin comme le lieu qui nourrit, bien sûr, à la fois le corps et l'âme, ou l'esprit, si vous voulez. Ce qui m'intéressait en particulier, c'était de voir comment, entre les deux choses, il n'y a pas rupture. Entre le jardin utilitaire et les jardins d'agrément, entre la dimension utilitaire et la dimension esthétique du jardin, il n'y a pas vraiment de lecture et de rupture. Alors que cette rupture, on la vit dans la culture moderne, si vous voulez. Mais le jardin, c'est peut-être un des derniers lieux dans lesquels cette rupture n'a pas lieu d'être. Il y a vraiment une continuité entre le jardin qui nourrit le corps et le jardin qui nourrit l'esprit. Donc la dimension utilitaire et la dimension esthétique. Je ne veux pas vous détailler tous les articles, donc j'ai la chance d'avoir 3 des auteurs ici, donc Bronwyn Lowe, Marielle Massé et Éric de Rubercy. Donc je vais vous les présenter un peu plus quand je leur passerai la parole. Quelques mots sur ce numéro, mais vraiment assez rapidement. Donc il y a des sujets assez variés comme d'habitude, des textes de paysagistes, d'historiens de l'art, de botanistes. Par exemple, le premier article auquel je tiens beaucoup, il parle du jardin d'un jardin très particulier qu'on trouve dans une île au sud de la Sicile, l'île de Pantelleria. Vous connaissez peut-être cette île, peut-être parce que Carole Bouquet, je crois, a une maison là-bas, et elle fait du vin là-bas en plus. Mais il y a aussi une autre raison pour s'intéresser à cette île. C'est un paysage assez exceptionnel, c'est une île très aride, il n'y a pas d'eau, vous vous en doutez, elle est plus proche de l'Afrique que de la Sicile. Mais malgré tout, les paysans, depuis toujours, ont réussi à cultiver la terre, avoir un peu faire en sorte que la terre produise quelque chose. Donc il y a tout un ensemble de techniques qui sont classées comme patrimoine immatériel depuis longtemps, on les a étudiées, on les connaît très bien. Et parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle i giardini, donc les jardins, qui sont des enclos en pierre, très, très simples, mais en même temps très très beaux, comme des maisons en pierre, des murs, 4 murs, parfois c'est des carrés, parfois c'est des cercles, assez petits, à l'intérieur desquels on trouve un seul arbre. Et cet arbre, ça renvoie un peu à l'image mythique du premier jardin, du jardin primitif. Et ça, c'est évidemment pour des raisons tout à fait pratiques, parce que c'est pour protéger l'arbre fruitier, j'ai oublié de dire l'essentiel, souvent des agrumes, des orangers, des citronniers ou des mandariniers, pour les protéger du vent et pour optimiser, si vous voulez, l'humidité, l'ombre, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, l'article décrit tout ça d'une façon assez précise, parce que Giuseppe Barbera, qui l'a écrit, depuis longtemps, on s'intéresse à ce type d'architecture. Bon, après, il y a quelque chose d'assez proche aussi, un texte de Geneviève Michon, qui est ethnobotaniste, et qui parle de l'agroforesterie. Il a écrit d'ailleurs un très beau livre là-dessus, sur ce sujet, qui est sorti il y a quelques années chez Actes Sud, de l'agroforesterie, qui reprend les modèles de la forêt-jardin des origines, d'une certaine manière, de la forêt nourricière. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus d'ailleurs dans le paysage contemporain, mais il y a on le trouve dans certains coins d'Asie et dans les forêts d'Arganier au Maroc, par exemple. Enfin bref, là aussi, évidemment, c'est un grand discours à commencer. Puis je voulais qu'on parle du miel. C'est un autre sujet dont on a beaucoup écrit. Il y a beaucoup de livres depuis quelques années sur le miel, les ruches, l'apiculture. Et puis après, je me suis dit que
probablement l'auteur qui en a parlé le mieux reste Virgile. Donc du coup, je suis allé chercher dans les Géorgiques, il y a ce passage où Virgile raconte d'une manière absolument poétique et merveilleuse. Il y a des dieux qui se mêlent à la cultivation, aux techniques pour faire du miel et pour entretenir les ruchers. Véronique Mur, que vous connaissez peut-être parce qu'elle écrit souvent dans les jardins, puis c'est une botaniste assez importante, assez intéressante, surtout dans sa manière de raconter les jardins. Enfin, surtout, entre autres, parce qu'elle a une manière d'écrire, de raconter la vie de plantes qui est assez remarquable. Très simple, mais bon, on a presque l'impression d'entendre sa voix. Donc voilà, mais je vais pas vous détailler tous les articles. Je vais prendre après la parole pour parler un peu de l'article que moi j'ai écrit. Il y a quelque chose que j'ai écrit moi aussi sur William Morris. Mais on peut peut-être commencer directement par vous. Donc, Bronwyn Lou, j'espère que... Low. Excusez-moi, si vous faites ce geste-là, c'est exactement. Mais j'étais sûr que j'allais écorcher votre nom. Qui est essayiste, une jeune essayiste, et qui a écrit, qui vient de faire paraître un livre que je n'ai pas lu malheureusement, que j'espère lire bientôt, mais qui a l'air très intéressant. Et il y a des auteurs qu'on connaît tous à peu près, comme Gilles Clément, Jacques Tassin, etc. Peut-être qu'elle va nous en parler un peu, j'espère. Donc, elle a écrit quelque chose, un article très intéressant sur Thoreau, et vous connaissez peut-être l'essai de Thoreau qui s'appelle Les plantes sauvages. Pas l'essai, je crois que c'est une conférence d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà. Un article. Un article, pardon. Et qui est devenu maintenant un petit livre qu'on trouve assez facilement. Voilà. Donc, Les plantes sauvages, d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que c'est le nom qu'on a voulu donner à notre mini maison d'édition qui publie la revue. Donc, Bronwyn, allons-y, on vous écoute. Oui, alors bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et j'avais prévu une petite présentation PowerPoint, mais en fait, je vais parler sans parce que j'ai entrevu que la qualité des photos est si mauvaise que je pense que les mots seraient plus efficaces. Voilà. Alors, je voulais commencer par dire mon très grand plaisir de pouvoir participer à ce numéro 12 de la revue Jardin sur les nourritures. C'est une revue que je connaissais déjà bien et que j'aime beaucoup. Et pour plusieurs raisons, et toutes ces raisons se sont vraiment retrouvées dans ce numéro sur les nourritures. La première, c'est que vous y abordez le jardin en même temps comme image, comme quelque chose qui se contemple, et aussi comme un phénomène vivrier, comme un ensemble de gestes, comme des lieux. Et j'ai l'impression que, oui, qu'il y a vraiment cette force de ne pas choisir, qui est quelque chose que je cherche dans mes recherches et qui fait vraiment de cette revue une ressource précieuse. Et je crois qu'il se retrouve d'une façon assez explicite dans le premier article sur le jardin, justement, que vous aviez évoqué. Je crois qu'il termine même cet article, je cherche, en citant un philosophe italien qui s'appelle Rosario Assunto et qui a écrit « Perfection du paysage et la simultanéité des fleurs et des fruits. Dans un jardin absolu, l'idée du jardin, nature à contempler, coïncide avec l'idée du verger, nature utile à la vie. » Alors lui, il a départagé un peu ce côté de contemplation du côté du jardin et le côté plus vivrier et nourriture du côté du verger, alors que moi, je travaille sur les écritures du verger dans une thèse que je mène à l'école des hautes études, au CRAL, donc en haut, avec Marielle Massé. Et le verger donne justement aussi beaucoup lieu aussi à des images, même s'il est bien sûr aussi question de fruits et de nourriture terrestre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très parlant en même temps de ce numéro et aussi de votre geste. Et une autre chose qui fait que j'aime beaucoup cette revue Jardin et qui est très liée, c'est que et qui se retrouve beaucoup dans l'article que vous avez écrit sur William Morris, c'est le fait de prendre ensemble ce qui est beau et ce qui est utile et de ne pas les opposer, de ne pas les renvoyer dos à dos. Et
enfin, et ça c'est la chose que j'ai le plus développé dans mon article, c'est le fait de prendre le jardin en même temps comme un enclos, comme cet espace clos, cultivé, soigné, mais aussi de s'intéresser à tout ce qui déborde du jardin, aux friches allant jusqu'à la forêt, et non seulement à tout ce qui déborde du jardin, mais aussi tout ce qui traverse le jardin, ou tout ce dynamisme migratoire de la vie des plantes. Et justement, l'article que j'ai contribué, c'est une lecture d'un essai de Thoreau, de Henry David Thoreau, qui vient comme moi du Massachusetts, et qui est écrit dans cet article donc qui s'appelle Les pommes sauvages et qui a été publié en 1862, 6 mois après sa mort, dans un journal qui s'appelle The Atlantic Monthly. Voilà. Il a écrit cet article sur des pommiers sauvages, mais qu'il a dit qu'ils étaient sauvages comme lui. Donc, il ne s'agit pas de la variété de pommiers qui préexistait à l'arrivée des colons, qui étaient déjà sur le continent américain et qui s'appelle Malus coronaria. Voilà, donc il ne s'agit pas de ce genre de sauvage-là, c'est-à-dire le pommier de la forêt. Mais quand il parle de pommiers sauvages, il parle de pommiers qui se sont évadés des vergers. Et il explique d'une façon vraiment très détaillée comment est-ce que les pommiers ici sont pris pour déborder du mur de la clôture du verger. Et donc la lecture que j'ai proposée de Thoreau dans ce numéro des jardins, c'est la deuxième lecture que j'en ai tentée, et j'étais très contente de pouvoir passer encore plus de temps avec cet article dont je conseille vraiment vivement la lecture. C'est vraiment l'article dans son ensemble, c'est vraiment une mine et qui m'intéresse tout particulièrement parce que il y a recours à une très très grande pluralité de sources pour parler des pommiers. Ça peut être des manuels d'agriculture, des mythes, sa propre expérience paysagère, la culture paysanne, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, la première lecture que j'en ai tentée, c'est dans un livre qui vient de paraître, justement, vous en avez parlé, Marco, qui s'appelle Les migrations des plantes, que j'ai co-dirigé chez Manuela Éditions avec une autre doctorante, Marion Grange. Et c'est dans ce premier article-là que je vais du coup évoquer très brièvement, mais c'est vraiment de lui que découle ce que j'ai contribué à Jardin, à ce numéro de nourriture. Et ce qui m'a intéressé dans cet article-là, c'est cette figure du pommier, ce que j'ai appelé pommier féral, c'est-à-dire ni tout à fait sauvage, ni tout à fait cultivé. C'est entre-deux. Et que Thoreau, lui, oppose aux pommiers greffés. Alors, les pommiers greffés, on greffe justement parce que c'est comment dire, on greffe pour savoir ce qu'on va manger. Alors que Thoreau, justement, ce qui l'intéresse dans cet article, c'est la nourriture imprévisible des pommiers sauvages ou féraux. Donc, il s'attarde assez longuement sur la figure du pommier greffé, qu'il oppose à la figure du pommier sauvage, et il explique qu'on a développé ce geste justement parce que les pommiers sauvages, ils se reproduisent par c'est la reproduction sexuée, donc ça se fait par la dissémination, et un pommier qui pousse d'un pépin ne va pas ressembler aux pommes dont vient ce pépin-là, parce qu'il y a une grande variabilité génétique qui rentre en jeu, et il va jusqu'à montrer, Thoreau,
et justement c'est ce qui m'a intéressé beaucoup dans cet article-ci, que chaque pommier que lui rencontre dans ses promenades paysagères, plus ou moins dans les jachères du Massachusetts, que chaque pommier ait sa propre variété. On parle des variétés fruitières. À chaque fois, c'est un individu dont le fruit nous a plu, parce qu'il était gros, parce qu'il était sucré, parce qu'il avait tel ou tel caractère distinctif, et qu'on a reproduit par la suite, par cette opération de clonage qu'est la greffe. Et Thoreau, justement, ce qui l'intéresse, c'est cette singularité imprévisible des pommiers qu'on peut trouver dans les friches et dans les jachères, et qui ont un peu mauvaise presse, parce qu'on peut les dire âcres, on peut dire que c'est des goûts qui sont difficiles, ces goûts sauvages, et c'est quelque chose qui est abordé dans plusieurs articles de la revue Nourriture, dans celui de Véronique Mur aussi. Et Thoreau, justement, il soutient que si ces goûts-là, s'ils ont mauvaise presse, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. Ou quand je dis de la nôtre, lui, il parlait des États-Uniens de la deuxième moitié du 19e siècle. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Mais en tout cas, lui, il y voit vraiment ce manque de goût pour des fruits sauvages et pour leur imprévisibilité. Il y voit quelque chose, un message sur la condition anthropique des êtres humains de son temps et du fait qu'ils ne savent pas goûter. On peut peut-être reconnaître quelques goûts repérés, répétés, et on apprécie ce qu'on connaît déjà, ce qui est confortable, quelque chose comme ça. Mais que avec face à ces goûts de pommiers dont qu'on ne sait pas nommer, qu'on ne sait même pas penser, qu'on est comme désemparés. En tout cas, c'est ce qui soutient. Lui, il n'est pas du tout désemparé. Il s'appuie pour cet article sur des dizaines d'années de promenade. Parfois, il parle de pommiers qu'il avait vu il y a 12 ans ou un autre il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui voit se développer dans le temps. Et pour finir, je voulais lire. Il faut que je trouve. Je l'avais sur mon PowerPoint. Je voulais lire une citation. Je l'ai citée assez longuement. Thoreau, il écrit qu'on ne sait pas goûter, mais aussi qu'on ne sait pas ou que ce ne serait pas évident de nommer la singularité de chaque variété de pommier. Et en ce faisant, il en fait aussi un problème poétique. Qu'on est face justement avec ces pommiers imprévisibles au problème, on pourrait dire, de la grande pluralité ou de la grande imprévisibilité du monde. Et lui, il écrit « Ce serait un bon exercice que de chercher des noms aux centaines de variétés entassées dans un seul tas à côté du pressoir à cidre. Quel défi pour l'invention! Il ne faudrait nommer aucune d'après un homme et n'avoir recours qu'à la langue vernaculaire. Nous devrions faire appel au lever et au coucher du soleil, à l'arc-en-ciel, aux bois d'automne et aux fleurs sauvages, aux pivers et aux roselins pourpres, et à l'écureuil, et aux geais et aux papillons, appeler en renfort le voyageur de novembre et l'enfant qui fait l'école buissonnière. » Donc je vais finir justement sur cette idée qu'il propose Thoreau que ces pommiers sauvages là
que leurs goûts, qui ne peuvent que se comprendre en relation avec d'une part, le lieu où ils ont poussé, et aussi avec tout un enchevêtrement d'expériences paysagères. Il y voit un enchevêtrement d'expériences paysagères, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un comment dire, quelque chose qui donne à voir le terroir, le terreau, la saison. Et peut-être en ouverture, je peux dire que dans des écritures plus contemporaines, donc qui se font aujourd'hui, il y a des auteurs comme vous, par exemple, Marco Bartella, mais aussi comme Ryoko Sekiguchi, qui voient justement dans ces questions de nourriture, mais aussi du goût, quelque chose qui peut se comprendre, qui peut donner un accès à une compréhension paysagère et saisonnière, mais des paysages et des saisons imprévisibles et qu'on apprend aussi à réapprivoiser dans le monde, le contexte actuel de changement climatique. Et justement, cette grande variabilité génétique des pommiers sauvages, c'est une ressource précieuse de robustesse et pour résister et pour se réinventer dans le contexte de réchauffement. Voilà. Merci beaucoup. C'est très, très, très intéressant. Et vous avez bien montré, d'ailleurs, dans l'article aussi, qu'il y a toute une idée de la littérature aussi derrière, de l'utilisation de la parole. Voilà. Là, oui, c'est la question de la citation initiale. C'est très intéressant. Et je rappelle juste que Thoreau disait aussi quelque chose qui m'avait frappé, dans une citation, où le goût de pommes sauvages change quand on... Je peux le dire parce que moi j'ai des pommiers sauvages dans mon jardin. ça change effectivement. Les pommes sauvages n'ont pas un goût exquis si on les compare aux pommes cultivées qu'on trouve pas forcément au supermarché, mais dans les bons vergers où il y a des bonnes variétés anciennes. Donc c'est pas le même goût. C'est vrai qu'il est assez âpre, assez. Mais Thoreau nous explique que le goût change. Si on goûte, il faut le goûter dans la nature, dans la forêt. Et c'est vrai que c'est pas juste anecdotique. Je pense que c'est assez juste. Quand on le goûte dans le salon de chez soi, ça devient âcre, étranger. Alors que là, dans cet autre monde auquel l'écriture de Thoreau et sa pensée nous invite à aller, l'ouvert, le goût change, parce que ce n'est pas que le goût d'une pomme, c'est le goût de tout ce que vous avez dit, de tout ce qui à travers la bouche, à travers le goût, à travers le goûter, émerge. Bon, merci beaucoup. Donc après, dans l'ordre, Marielle Massé, je pense que vous la connaissez tous peut-être, mais bon, en tout cas, Marielle Massé est écrivaine, je crois qu'il faut dire, essayiste, poète. Mais bon, ce qui est très intéressant dans son écriture, c'est justement que les barrières, ces séparations, encore une fois, un peu artificielles, entre poésie, essai, littérature, récit, tendent à disparaître. Et c'est ce que j'apprécie vraiment profondément dans ces livres que vous connaissez peut-être, mais j'espère que tu vas en parler peut-être un peu, au moins du dernier, qui est paru il y a quelques mois. Et je ne sais pas si tu veux parler donc de ton article ou si tu veux parler de ton livre, ou les deux, ou pas où tu veux commencer. Vas-y. Bonsoir. Et moi aussi, je suis très très heureuse d'être ici avec vous et d'avoir participé à la fabrique de cette revue. C'était une grande joie de recevoir
la proposition de Marco Martella, parce que moi aussi j'étais une lectrice à la fois de ses livres et de sa revue depuis fort longtemps. Et ce qu'on a entendu déployer par Bronwyn Low à l'instant, c'est cette idée que le paysage est aussi quelque chose que l'on mange. On ne se tient pas seulement dans le paysage, encore moins devant lui, mais on le mange. et ce dont je voudrais vous parler, c'est de ce qui a rapproché pour moi deux expériences ou deux espaces, deux jardins, à propos desquels j'ai écrit 2 textes, un petit livre et puis l'article de cette livraison de la revue Jardin, et que je pourrais placer sous le signe d'une pensée nourricière de la respiration. Alors l'article que j'ai écrit pour la revue, il se situe dans la partie intitulée Lieu, qui n'est donc pas directement incluse dans le dossier thématique qui explore la question de l'alimentation, mais en vérité il y est lié de toutes sortes de manières. Et donc je vais rapidement vous parler de ce petit livre que j'ai écrit sur la respiration et du jardin que j'ai découvert à l'endroit même où j'ai écrit ce livre, et de la manière dont j'ai essayé de le déployer dans la revue. Alors, en fait, j'ai eu la chance de passer 1 an à la Villa Médicis, et pour une grande partie de cette année, c'était véritablement miraculeux d'habiter dans le verger de la villa, d'habiter la seule maison qui n'ait pas été prévue pour des artistes, c'est-à-dire des hommes seuls qui doivent se protéger de la lumière, et qui est l'ancienne maison des jardiniers, lorsque les jardiniers habitaient dans l'enceinte de la Villa Médicis. Maintenant, ils sont 4 ou 5 seulement à entretenir tout le domaine, à la fois les jardins historiques, le potager, le verger, et auparavant, donc, ils habitaient une petite maison adossée à une autre forme de jardin historique, qui est ce qu'on appelle le bosco, qui est un petit bois créé à la Renaissance. Et donc, voilà, moi et mon petit garçon, on a habité pendant presque 1 an cette maison des jardiniers qui est dans le verger, à côté du potager, et qui jouxte aussi une serre ancienne. Inutile de vous dire que ça a été l'expérience d'habitation la plus extraordinaire de ma vie, et la plus éphémère, mais aussi la plus heureuse, puisque tout se trouvait réuni pour que je puisse faire ce que j'étais venue faire, c'est-à-dire retrouver mon souffle et écrire un livre qui était supposé porter justement cette question de la respiration, de tout ce qu'il y a d'irrespirable dans les temps présents, en termes à la fois environnementaux, sanitaires, mais aussi politiques, sociaux, raciaux, psychiques. Donc prendre acte de cet irrespirable, et puis chercher des moyens de mettre de l'air dans nos relations, dans nos échanges, dans nos pensées, dans nos expériences, essayer de soulever quelque chose d'un souffle commun. Et c'est donc dans ce jardin que j'aurais écrit ce livre, alors auprès de la merveille du jardin qui a effectivement nourri la pensée, mais d'un jardin qui n'était pas du tout clos à l'expérience beaucoup plus vaste de la ville, par exemple à l'expérience de la canicule qui à Rome a commencé, tu connais bien ça, qui à Rome a commencé au milieu du mois d'avril cette année-là, et on a eu 1 semaine de répit au mois de mai, mais donc ça a été une canicule sans discontinuité. Et donc, il s'agissait aussi de prendre acte de cet aspect-là du jardin. Et je me souviens d'un jour où il y avait, je crois, 9 incendies tout autour de la ville de Rome. Et quand je dis tout autour, c'est vraiment aux portes de la ville. C'est notre nouvelle expérience des méga-feux. C'est que désormais, ils entrent dans les villes et dans les métropoles.
Et ce jour-là, 9 feux autour de Rome, c'était au mois de juin. Et j'ai vu arriver dans mon verger, dans cet endroit où tous les jours je cueillais à côté, enfin il y avait le potager à côté, tous les jours je cueillais des blettes et j'ai mangé des blettes pendant pendant toute l'année. J'ai vu arriver des feuilles intactes mais calcinées qui avaient volé pendant plusieurs kilomètres pour arriver dans ce jardin comme des petits esquifs ou des petites messagères, des présages et des terreurs effectivement du désastre climatique contemporain. Donc ce lieu de la merveille était visité par ce qui était à la porte de la ville et qui était l'évidence de la surchauffe qui est une des formes de l'étouffement collectif. Et j'ai passé beaucoup de temps dans un autre jardin complètement différent dont je vais vous parler tout de suite, et qui est celui à propos duquel j'ai écrit dans la revue. Mais le point de jonction que j'aimerais peut-être très rapidement faire, c'est celui qui, on disait à l'instant, le paysage, on ne se contente pas de l'habiter, on le mange et on le respire aussi. Le paysage, on le respire, on concourt à sa fabrication par notre respiration. Et on pourrait tout à fait se représenter la respiration comme une sorte d'alimentation atmosphérique. Enfin, il y a une analogie, une solidarité organique très forte à faire entre la nourriture et le métabolisme de la respiration. Mais vous savez que notre miel, l'oxygène, nous le devons à l'expiration d'autres organismes vivants qui sont les plantes, les arbres, les algues. Leur expiration est notre inspiration. Et donc ce petit livre, il réfléchit beaucoup à ça, à cette sorte de compost atmosphérique duquel nous participons tous, et qui fait que à chaque inspiration et à chaque expiration, on poursuit une sorte de conversation avec le paysage et c'est pas seulement qu'on maintient son petit corps en vie, c'est qu'on participe de la vie, de tout ce qu'il y a et de sa toxicité aussi bien. Respirer, c'est participer au paysage. Et de ce point de vue, l'analogie avec le métabolisme des nourritures est très fort. La respiration, comme l'alimentation, nous dit que vivre, c'est toujours vivre de quelque chose. C'est toujours tirer sa ressource de la vie et de la mort et de la circulation de vie et de mort de tout autre vivant ou de tout autre existant. Vivre, c'est toujours vivre de, et avec, et parmi, et contre, et sans, etc. Et l'un des mots, je m'en suis aperçue tout à l'heure en reprenant le livre, l'un des mots que je prononce d'emblée dans ce livre, c'est celui de la faim. Je dis que je suis affamée de respiration. Et ça m'a donné envie, voilà, de reprendre un tout petit peu le début de ce livre-là. Mais bon, si vous avez la curiosité, vous irez y voir. Mais ça m'a frappée de retrouver ce mot-là parce que j'avais pas mesuré à quel point je filais la métaphore nourricière. Je la file aussi en disant que l'on mord dans l'air et qu'on le recrache, que respirer, c'est faire ça aussi, c'est mordre dans l'air et le recracher. Mais j'ai aussi été frappée de voir que je me disais affamée de respiration. Affamée de respiration, c'est-à-dire aussi d'espérance. Tu disais que le jardin nourrit le corps et l'âme, et je pense qu'il y a quelque chose dans le jardin qui aujourd'hui se propose presque comme une solution, une solution concrète, sociale, spirituelle. Le jardin, la réponse. Je m'étais dit que
le séminaire que je ferai ici, pas l'année prochaine parce que j'ai une autre envie, mais une année d'après, ça s'appellerait comme ça, le jardin, la réponse, pour dire à quoi le jardin répond. Et dans ce petit livre sur la respiration, je m'appuie sur un vers d'une simplicité redoutable d'un poète qui s'appelle Zeno Bianu et qui scande un poème écrit en hommage à un musicien, Albert Ayler, de ces deux mots, inspire, espère, pour dire que dans la respiration, il y a deux mouvements. Il y a l'air que l'on prend, et puis avec l'air que l'on rend, il y a l'expiration qui devrait venir de ce mouvement de participation au paysage, de cette manière qu'on a chacun de contribuer, de se compromettre à une fabrique atmosphérique qui nous dépasse tous. Et cette idée d'être affamé de respiration, c'est-à-dire d'espérance, mais elle me permet d'en venir au deuxième jardin, alors l'exact contraire de celui de la Villa Médicis, l'exact contraire, mais que j'ai trouvé dans mes promenades, parce que j'enquêtais sur cette affaire de respiration à travers la figure du fleuve aussi, de la présence abîmée, saccagée je suis pas trop longue? Non. De cette présence saccagée du fleuve dans la ville de Rome. Comme vous savez, il est à peine visible en fait. Il est enserré entre des murailles qui protègent la ville de son comportement torrentiel. Donc, le Tibre est enserré comme ça. Puis il y a un point de la ville qui correspond d'ailleurs au très ancien avant-port de Rome, Emporium. Il y a un point de la ville où tout à coup ça s'ouvre. Alors il se trouve que c'est là que moi j'ai habité, parce que j'ai vécu à Rome pendant plusieurs années, il y a longtemps. C'est là que j'ai habité. Et donc j'y retourne souvent pour trouver un lieu de porosité entre la ville et le fleuve, alors que partout ailleurs la ville a coupé les liens avec ce fleuve et ce qui l'a conduit même au rivage. Et donc j'y retournais souvent. Et puis j'ai découvert un endroit, je l'ai pas découvert toute seule en vérité. Il m'a fallu des guides en quelque sorte. J'ai découvert un endroit qui est un endroit stupéfiant, qui a à voir avec la question de l'espérance ou du soin ou de la nourriture. C'est un jardin, on pourrait l'appeler le jardin public d'un seul homme. Jardin public d'un seul homme. Alors c'est en contrebas de la zone en fait où convergent les camions poubelles qui viennent de quartiers voisins d'Ostiense, et donc c'est au sud de la ville, tout près des anciens abattoirs qui sont devenus un endroit, un très bel endroit au pied du mont Testaccio, à la fois ça a été un lieu de refuge, ça abrite désormais l'essentiel de la faculté d'architecture de Rome. C'est un endroit précieux pour la ville et pour son inventivité, disons. Et en contrebas de cet endroit, sur les berges du Tibre, qui sont particulièrement peu aménagées, enfin elles sont pas aménagées du tout, elles sont peu entretenues. En fait, dans les roselières, les personnes migrantes, dont certaines arrivaient à la gare d'Ostiense, avaient peu à peu pris l'habitude d'installer des abris de fortune, cabanes, tentes, dans cet endroit-là. On appelle d'ailleurs le quartier d'Ostiense, et il y a un groupe militant qui l'appelle l'Ostienzistan, pour dire que là, quelque chose de l'Europe se passe et s'invente, entre accueil et chasse aux réfugiés. Et pardon. Et ici, ce que j'ai vu, mais il faut y passer un peu de temps, puis il faut ouvrir l'œil. C'est sur les berges du Tibre les signes d'un soin
apporté à une séquence de cette berge sauvage. Une cabane dégagée, un petit escalier construit avec des pierres et des briques de fortune, une sorte de clairière, des pots de fleurs, quelques chaises, 2 chaises, 3 chaises, ça dépend des jours. Les choses sont nettoyées sous le pont. Un espace donc fait l'objet d'un soin particulier, et le petit escalier de pierre dont je vous parlais conduit à une sorte de promontoire où là un mini jardin public a été inventé par un homme. Alors il est balisé par des objets, des objets de récupération, deux balançoires ont été construites, un banc, une sorte de marque de seuil et d'entrée a été disposée. Donc on a là un petit square, une sorte de petit jardin public. Et en fait, ce petit jardin public, un peu perdu, mais un peu fréquenté aussi, il a été pensé, inventé, installé, entretenu, soigné par un homme qui s'appelle Youssouf, qui est un réfugié kurde et qui pendant plusieurs mois avait vécu dans la cabane que je citais à l'instant, et qui, lorsqu'il a eu accès à un logement social, en fait a continué à venir là et à inventer d'en faire un jardin. Alors voilà cet homme pourchassé qui donne à la ville une leçon d'hospitalité. Voilà que l'hospitalité s'inverse et que c'est celui qui devrait être accueilli qui tout à coup invente un espace public. Et donc c'est un lieu assez stupéfiant. Mais dans mon année, disons, dans la dynamique de mon année et puis dans ce texte, j'ai voulu réfléchir aussi à qui ça fait du bien en fait ce jardin. Parce que je m'étais rendu compte en y retournant souvent et en ayant, c'est pas facile de parler avec lui. Enfin, le fait d'entretenir ce jardin l'a un peu mis à l'écart de sa communauté aussi, parce que il l'a fait aussi dans l'esprit de montrer qu'il peut travailler. Et je me suis rendu compte que beaucoup des nantis que nous sommes et qui fréquentons des espaces périphériques, j'ai vu qu'on s'extasiait sur ce lieu. Ah, un réfugié a fait un jardin. Un réfugié a fait un refuge à tous les promeneurs de la ville. Et j'ai pensé qu'il fallait pas enfermer Youssouf dans le jardin, qu'il fallait pas se sentir trop vite consolé de sa tragédie à lui, et que le jardin, l'existence de ce jardin, sa beauté, sa sauvagerie, ça fait du bien, mais qu'il y avait comme un tourniquet d'émotions et de valeurs sociales et politiques qui poussaient dans cet endroit-là et qui faisait que il m'a semblé qu'il fallait contester aussi cette espèce de soulagement que moi et mes camarades qui de temps en temps visitions cet espace éprouvions à l'idée que un réfugié a fait un jardin public. Et donc voilà, j'ai écrit ce texte qui essaye de se tenir dans la valse de toutes ces émotions, l'émerveillement, le doute, l'inquiétude, qui suit aussi un peu la trajectoire de Youssouf, qui n'habite pas là, justement, qui n'est pas seulement l'homme du jardin. Et au départ, je pensais que c'était très très loin de la question des nourritures, mais il me semble que ça converge autour de cette idée de ce qui rend une ville vivable et respirable, et qui a là potentiellement des lieux de réflexion loyale sur ce qui soutient l'espérance. Voilà.
Donc merci Marco pour cette occasion. Merci. Non, donc du coup, je prendrai la parole quelques minutes. Moi aussi, je prendrai la parole donc pour parler avant de terminer avec Eric. Je me mets là pas pour être un peu en hauteur, mais parce que je dois faire défiler les images. Donc voilà, moi finalement je vais parler un peu de la même chose, mais par le biais d'un personnage que j'aime, que j'ai toujours aimé, enfin qui m'accompagne depuis longtemps, mais on a tous un peu ces amis qui sont évidemment des grands frères ou des pères, enfin peu importe, et qui continuent à nous enseigner, à nous faire voir des choses. Et William Morris est un de ces personnages-là. Donc voilà, William Morris, vous le connaissez peut-être parce que en fait, on s'y intéresse beaucoup depuis quelques années. C'était un personnage très influent dans l'Angleterre et en Europe, surtout en Angleterre et aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon à la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un artisan plus qu'un artiste. Il revendiquait d'ailleurs ce rôle d'artisan, artisan plus que de véritable artiste, même s'il a commencé comme peintre. Il a laissé vraiment une trace très importante sur l'esthétique, sur le mouvement Arts and Crafts, et puis donc l'art nouveau vient de là en grande partie. Et on l'a retrouvé, on l'a récupéré d'une certaine manière ces dernières années, surtout pour sa pensée politique en fait, pour sa critique de la société industrielle, du capitalisme, de l'Angleterre victorienne, vis-à-vis de laquelle c'était un de ces personnages qui était un peu à la marge, influent mais un peu à la marge. Il était très proche des pères raphaélites. Donc là aujourd'hui on le considère un peu presque d'une façon claire comme un des ancêtres de la décroissance, ce qui n'est pas complètement faux, mais bon, évidemment, le terme de décroissance n'existait pas à l'époque. Sa pensée sur l'architecture, sur les paysages aussi. C'est un des premiers qui commence à s'intéresser à la protection, à la sauvegarde du paysage, puisque dans l'Angleterre du 19e siècle, encore plus tôt que chez nous, dans le reste de l'Europe, les dégâts, les marques de l'industrialisation dans les paysages, dans la campagne, et évidemment aussi de façon encore plus flagrante dans les villes, étaient très forts. Enfin bref, on a retrouvé donc William Morris dans notre culture contemporaine, mais on oublie souvent de parler du fait que le jardin était très important pour William Morris, qu'il y avait une pensée du jardin, une pratique du jardin, une pensée du jardin, et que cette image du jardin est un peu au cœur même de la vie, de l'œuvre, de la pensée de William Morris. Il y a un livre qui est sorti en anglais, mais qui n'a jamais été traduit en français malheureusement. Vous allez le voir dans les images que je vais vous montrer. Il y a vraiment, c'était un jardinier, c'était un paysagiste, mais un paysagiste qui travaillait pour lui-même, bien sûr. Il dessinait les jardins des maisons où il habitait dans plusieurs maisons. Et donc, et puis vous allez voir comment le jardin nourrit, pour rester un peu dans les thèmes, toute son œuvre. Donc voilà, d'abord, le jardin était une source d'inspiration pratiquement pour de l'œuvre. William Morris dessinait lui-même les tapisseries, les papiers peints, les meubles, les objets qui étaient ensuite produits par sa société qu'il avait créée, la Morris & Co, qui existe toujours d'ailleurs. Il s'inspirait beaucoup du jardin. Il passait beaucoup de temps dans les jardins, dans les forêts aussi, mais dans les jardins, qui était un peu une sorte de cabinet de travail en fait. Il dessinait les motifs floraux qu'on trouve après dans ces papiers peints, par exemple, ou dans les tapisseries. Donc c'est d'abord voilà, un réservoir, si vous voulez, d'idées et de motifs. Mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. Il y a vraiment une centralité du jardin qu'on voit dans une des tapisseries les plus célèbres que vous avez peut-être vues. Ça s'appelle le verger. Donc c'est quatre figures, ces quatre personnages qui représentent sans doute les quatre saisons. Dans ces tapisseries, il y a un peu du Botticelli, évidemment. Hein, dans le printemps du Botticelli, vous avez ce tapis de fleurs. Mais il y a les fruits qui sont pas forcément très visibles dans certains arbres, mais il n'y a que des arbres fruitiers. Donc, je vous disais, le nom de la tapisserie, c'est le verger.
Et donc ces quatre personnages qui ont des allures un peu pré-raphaélites, hein, je vous disais, il était très proche des peintres pré-raphaélites. Il y a ces quatre femmes tiennent cette banderole, ce ruban, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dans lesquels sont inscrits des vers d'un poème de William Morris. J'ai oublié de dire qu'évidemment il était artisan, mais il était aussi poète, il était aussi écrivain, il était aussi militant socialiste. C'était un socialiste sentimental, utopiste ou sentimental, comme le disait plutôt Engels, qu'il n'appréciait pas trop. C'était évidemment pour se moquer de lui et justement du fait qu'il sortait très volontiers de la doctrine marxiste. Et on va voir comment. Notamment, par exemple, en mettant la beauté, la question de la beauté au centre même de son idéal de changement social. L'idée, c'était pas seulement que tout le monde devait avoir droit un logement sain, un métier, etc., enfin, dépasser l'injustice sociale. Il fallait remettre la beauté au centre même de l'existence de chaque individu, le droit à la beauté d'une certaine manière. Peut-être qu'il utilisait lui-même cette expression-là. Dans sa critique de l'Angleterre issue de la révolution industrielle, il y avait bien sûr les injustices sociales, il y avait le modèle de production, l'aliénation dont parlait Marx, bien sûr, mais il y avait aussi le fait de la dégradation de nos lieux de vie, de ce qu'on appelle aujourd'hui le cadre de vie, qui est beaucoup plus que le cadre de vie, ce sont nos lieux, le lieu dans lesquels nous vivons. L'enlaidissement de la ville, mais aussi l'enlaidissement des campagnes, qui nous ferait sourire aujourd'hui quand on pense à nos campagnes à nous. Mais déjà, dans l'Angleterre de la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait des panneaux publicitaires, par exemple, dans les campagnes. En tout cas, il y avait l'avancée d'un modèle industriel qui détruisait pas seulement les lignes du paysage, le côté pittoresque d'un paysage, mais le sens même de ce paysage et la manière dont les gens y habitaient. Donc, revendiquer cette beauté, réintroduire de la beauté dans le monde, et il le faisait à travers son œuvre, son travail, c'était quand même quelque chose qui était central dans sa pensée politique. Mais je me suis un peu éloigné. C'est pour vous dire qu'il a eu une vie d'une intensité absolument débordante. Il est mort assez jeune, je crois qu'il avait 66 ans. Et son ami Bertrand Shaw disait qu'il était mort, il avait dit quand il est mort, Happy Morris, he rests, he's resting. Enfin, il se repose, parce qu'il faisait des milliers de choses du matin au soir. Enfin, c'était quand même, il y avait une productivité, un besoin de produire, de créer de la beauté qui était absolument débordant. Et c'est sans doute, il est peut-être mort d'épuisement d'ailleurs. Donc voilà, il écrivait de la poésie aussi, des romans, je vais vous en parler aussi, de son dernier livre, de son dernier roman, son dernier récit. Donc voilà, le poème qu'on voit ici dans cette banderole, c'est au milieu de la prairie broutée et du champ fauché, le monde extérieur est abîmé et usé. Donc il y a déjà cette première opposition dont on a déjà un peu parlé entre l'enclos du jardin et cette manière d'habiter le monde qu'il offre, qu'il propose, et l'extérieur, donc le monde extérieur abîmé et usé. Mais ici, dans l'enclos de notre verger, la récompense de son travail se montre. Ô terre vaillante, ô heureuse année, qui te moques de la menace de l'hiver proche et accroche d'arbre en arbre les bannières du printemps à venir. Donc voilà, là il y a une affirmation, le jardin est affirmé comme espace autre par rapport au territoire qui l'environne. Et on voit cette nature qui produit les fruits dont les hommes ont besoin pour exister, pour se sustenter, mais qui est aussi généreuse en beauté. Et cette idée de la continuité dont je vous parlais tout à l'heure au début, de la continuité entre le beau et l'utile, c'est un des sujets clés pour comprendre le travail de la pensée et le travail de William Morris. Pratiquement, un meuble, un objet qu'il dessinait devait être à la fois beau et utile. S'il n'était pas beau, l'utilité n'avait pas de sens, et vice-versa. Il ne pouvait pas être uniquement utile sans être beau, etc. Donc il y a cette idée d'une unité à retrouver dans la société moderne, dans laquelle on la voit tous les jours dans nos vies, il y a une coupure entre les deux. On la voit aussi un petit peu dans le jardin. Le jardin utilitaire s'est déplacé peu à peu, s'est séparé peu à peu du jardin. Le potager, les vergers se sont séparés du jardin dit d'Acrement. Il suffit de penser au potager du roi à Versailles. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, mais bon. Voilà, il y a une unité à retrouver. Le jardin est le lieu de cette unité retrouvée et de ce modèle de vie qu'on peut opposer à la société qui nous environne. Et ça, c'est encore plus parlant dans cette autre tapisserie, l'arbre de vie,
qui fait référence, bien entendu, à l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, au centre du jardin d'Éden. Vous vous souvenez, si vous avez fait votre catéchisme, qu'il y avait au centre du jardin cet arbre qui était le bon arbre, en fait, d'une certaine manière, celui qui produisait des fruits en permanence et dont Adam et Ève pouvaient manger les fruits à volonté, sans travailler d'ailleurs. Il y a cette idée d'une générosité spontanée de la nature auquel nous n'avons plus accès, mais à cause de notre faute, comme le récit de l'Éden nous l'explique. Et puis à côté, il y avait bien sûr l'autre arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Là, vous voyez que c'est un peu, vous vous souvenez, je vous ai parlé au début du jardin de Pantelleria, de cet enclos en pierre avec un arbre au milieu. Mais là, on a la même chose. On a un jardin, un tapis, Foucault nous l'a expliqué, le tapis persan est un jardin, avec un arbre au milieu qui suffit à créer tout un espace, tout un monde, qui nourrit, encore une fois, le corps, l'âme, l'esprit, etc., etc. Et c'est évidemment ce modèle-là que William Morris voulait opposer. Alors, opposer au modèle dominant. Et là, le jardin devient effectivement, il y a quelques mois, on a parlé avec Gilles Clément de jardin et politique. Là, on voit très bien que le jardin est un objet politique. Mais je disais, le jardin est important dans la vie de William Morris. Il avait une idée très claire de comment il fallait aménager. Il avait des idées assez arrêtées sur la manière dont il fallait aménager les jardins, qu'il doit en grande partie à John Ruskin, qui était son grand maître, et qu'il transmet à son tour à Gertrude Jekyll, à William Robinson, qui les considérait comme leur maître. C'était la génération suivante, donc Arts and Crafts, etc. Et tout ça, effectivement, c'est ce modèle de jardin Arts and Crafts qui est un peu encore le nôtre d'une certaine manière, en tout cas dans les petits jardins, surtout les petits jardins de campagne. Peu importe. Toutes ces idées-là, on trouve leur origine chez Morris. Chez Ruskin aussi, d'ailleurs. Mais Ruskin, comme Morris, avait une haine profonde des jardins victoriens de l'époque. Vous savez, des jardins très, très raides, avec les parterres fleuris, la mosaïculture, et les jardiniers qui passaient leur temps à désherber, à arracher les plantes qui formaient des dessins pour les remplacer avec d'autres plantes annuelles, etc., etc. Il y a toute une littérature assez rigolote d'ailleurs de la manière dont Ruskin ou Morris parlaient justement des jardins de l'époque. Morris parlait par exemple du cauchemar horticole. Donc il fallait s'éloigner de tout ça dans un modèle de jardin plus naturel, on peut dire, mais c'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de jardin naturel ou de jardin écologique ou de jardin sauvage. C'est des jardins très composés, comme le jardin de Youssouf. Tu l'as bien dit, c'était vraiment un jardin dans lequel il y a une composition, une structure assez forte. Si le jardin est un enclos, comme on l'a vu dans les tapisseries, qui se sépare du paysage, surtout si le paysage autour du jardin est un paysage dégradé, l'intérieur du jardin est donc un microcosme qui se compose à son tour de petits microcosmes, donc de petites chambres de verdure séparées entre elles par des haies ou par des murs en briques ou en pierre, reliés par des passages, des cheminements. Les plantes, il fallait évidemment bien sûr éviter les plantes horticoles voyantes avec les couleurs criardes, etc., que Morris détestait, plutôt des plantes du pays, ou pas du pays, mais adaptées au climat anglais de l'époque. Il y a déjà toutes les théories de William Robinson sur les jardins sauvages. Des jardins des plantes qui rappellent, qui relient l'intérieur du jardin à l'extérieur s'il y a encore un extérieur boisé, une campagne, donc des plantes, je sais pas, des pervenches, des jonquilles, etc., plutôt que les plantes exotiques, les plantes annuelles. Et un verger qui n'est pas du tout un espace séparé du jardin d'agrément. Les pommiers font partie de façon plantée au milieu des arbres qui ne produisent aucun fruit, en fait. C'est quelque chose qu'il a toujours fait, d'ailleurs, William Morris, quand dans les jardins, je vais vous montrer quelques images, je ne pense pas que j'ai le temps d'en parler vraiment dans les détails, mais dans tous ces jardins qu'il a dessinés lui-même et qu'il entretenait lui-même, il y avait déjà des arbres, en fait, et les arbres qu'il conservait, c'était presque toujours de vieux arbres fruitiers, de vieux pommiers, de cerisiers, des poiriers, de cognaciers. Par exemple, dans cette maison-là, c'est la première demeure où il s'installe avec sa famille, William Morris, en 1958, c'est le Wright House, qu'on peut visiter d'ailleurs. Lui, il dessine avec un ami architecte, Philip Webb, il dessine la maison. C'est une maison contemporaine qui reprend un langage, disons, vernaculaire, anglais.
Mais c'est une maison contemporaine. Et le jardin, je ne sais pas si j'ai mis d'autres images du jardin. Voilà, ça c'est un jardin. Vous voyez, je vous disais, on est encore un peu dans cette esthétique de jardin-là, nous, aujourd'hui. Voilà les rosiers, voilà cette espèce de foisonnement. Je ne sais pas si j'ai des images de fruitiers, je ne sais pas, mais ça, on dirait une branche des pommiers d'ailleurs. Mais il y avait de vieux arbres, et un des visiteurs, un des amis de William Morris racontait par exemple qu'il y avait les arbres, les pommiers étaient tellement proches de la maison que à l'automne, il y avait des pommes qui tombaient des branches d'un pommier qui étaient vraiment collées contre une fenêtre qui tombait dans la chambre. Mais cette idée de la proximité entre la demeure et les jardins, c'est quelque chose qui me semble assez fort. Une autre maison, mais je vais aller un peu plus vite. Donc ça, c'est Kelmscott Manor, c'est son lieu le plus important, c'est la maison qu'il aimait le plus, le lieu qu'il affectionnait le plus. C'est une vieille maison élisabéthaine de la Renaissance, donc autour de laquelle, tout en gardant les quelques fruitiers qu'il avait trouvés, il dessine complètement un jardin selon ses principes. Donc des chambres de verdure avec des haies. Il y a de grands haies en if qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et donc, on y retrouve cette intimité qui, pour Morris, était tout à fait fondamentale. Voilà, vous voyez là, on ne peut pas appeler ça un verger, c'est le jardin dans lequel les fruitiers font partie dans tout. Là, c'est par contre un jardin beaucoup plus ouvert sur la campagne, sur le paysage de Cotswolds, que Morris aimait beaucoup. Et là, il y a une tentative de trouver une continuité entre le dehors, ou un dialogue plutôt entre le dehors et le dedans, entre le jardin et le paysage qui l'entoure. Là, vous voyez peut-être un petit peu quand même cette idée sur le côté, vous voyez là, je ne sais pas si l'image est assez parlante, ces chambres de verdure dont vous parlez. Vous voyez que c'est un jardin clos. La dimension close, même s'il y a des ouvertures visuelles sur l'extérieur, dans ce cas-ci, est assez importante. Voilà, encore une image de Kelmscott Manor. Et un autre jardin assez intéressant qu'il fait, mais beaucoup plus petit, c'est dans la maison d'où il habitait à Londres, à Hammersmith, donc dans une banlieue qui avait commencé à devenir une banlieue moderne, avec des bâtiments modernes que Morris détestait particulièrement. Il y a un petit jardin tout autour, mais bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite encore une fois, parce que je voulais terminer surtout sur ce jardin-là, qui est peut-être un des lieux le plus représentatifs de la pensée, de l'œuvre, de la vie de Morris, c'est pas un jardin d'ailleurs, c'est un lieu qui s'appelle Merton Abbey, qui se trouve aujourd'hui dans la banlieue de Londres. Il était englobé évidemment la ville a continué à croître, mais à l'époque c'était un bout de campagne avec une rivière, la Wandle, qui traversait cette campagne avec des peupliers, de saules. Vous voyez cette image un peu idyllique qui fait très vieille Angleterre. Il y avait des ruines d'une abbaye, de moulins. Et là, William Morris n'y a jamais habité. Il a installé, par contre, dans les dernières années de sa vie, sa compagnie, sa société, comment il faut appeler ça, sa compagnie de production d'objets artisanaux, en fait. Il avait des gens qui travaillaient pour lui qui n'appelaient pas des ouvriers, c'était des artistes. Évidemment, c'était le modèle contraire, opposé au modèle de la production en usine, qu'on connaît très bien avec un ouvrier qui participe à un petit bout de la chaîne. Là, l'ouvrier, qui était un artisan, participait à toute la chaîne de production de l'objet. Du dessin parfois, même si souvent c'était Morris qui dessine les objets, jusqu'à la conception finale. L'objet devait porter la main de l'artiste. Il y a toute une idée de continuité, en fait, d'une communauté entre les artisans qui travaillaient tous ensemble dans les différents ateliers de tissage, de verrerie, etc., etc. Il y avait une continuité avec le paysage, et il y avait un jardin qui était le cœur même de Merton Abbey, qui était entretenu souvent par les ouvriers. Ils pique-niquaient volontiers dans ce jardin. Vous voyez, c'est vraiment un idéal d'une sorte c'est une utopie anti-moderne, anti-capitaliste qui se réalise, qui s'est réalisée et qui a existé, qui a bien existé pendant pas mal d'années, même après la mort de William Morris. Et les jardins jouaient un rôle absolument fondamental. Là, encore une fois, c'était le lieu d'inspiration pour les motifs, les dessins, les objets qui étaient produits après dans les ateliers par Morris et par ses ouvriers, artisans. Et il y avait ça servait aussi à nourrir cette petite communauté. Souvent, les ouvriers, artisans, habitaient sur place, surtout ceux qui n'avaient pas assez de ressources, en fait, qui pouvaient vivre là-bas, qui avaient des appartements, des chambres. Voilà.
Et là, il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire, mais je voulais terminer sur l'œuvre littéraire ça c'est encore une image tout à fait idyllique de Merton Abbey. Si on y va aujourd'hui, c'est un quartier absolument moderne avec des cafétérias, des supermarchés, des centres commerciaux. C'est pas si laid que ça, mais c'est absolument rien à voir avec ça. Et ça, c'est une image un peu voilà du travail dans les ateliers de la Merton Abbey. Voilà, pour montrer comment le jardin nourrit aussi la pensée et l'œuvre littéraire de William Morris, je voulais juste dire quelques mots sur son dernier livre qui s'appelle Nouvelles de nulle part, publié en 1890, donc juste avant sa mort, qui est une sorte de, c'est pas vraiment un roman, c'est un grand récit, une sorte de roman d'anticipation, c'est plutôt une utopie. Vous savez qu'en Angleterre, il y a une tradition très forte de la littérature utopique qui commence en Angleterre avec Thomas More, l'utopie qui est cette espèce d'image inversée de l'Angleterre élisabéthaine du XVIe siècle, où tout était le contraire exact de ce qu'on voyait. Donc l'idée d'utopie vient de là. Mais le mot utopie, comme vous le savez, veut dire non-lieu, enfin un lieu qui n'existe pas. C'est ça que voulait dire Thomas More à l'époque. On peut en rêver, on peut le faire exister dans nos rêves, dans notre vision, mais c'est un lieu qui n'existe pas. Et ce que essaie de montrer William Morris, c'est que ce lieu peut bel et bien exister. Bien sûr, pas dans sa totalité. La totalité de l'utopie, c'est d'ailleurs assez amusant par moments. C'est une lecture assez agréable. Donc il raconte en deux mots, il y a un personnage, un narrateur qui s'appelle William Guest, qui est évidemment William Moore, il est socialiste, qui un soir il rentre chez lui après une réunion au Parti socialiste où il y a un grand débat sur je ne sais plus quelles idées ou quelles stratégies à prendre. Il rentre chez lui fatigué, il s'endort et il fait ce rêve qui est donc la vision dont il parle dans son texte. Il se réveille dans son rêve et il découvre, il sort de chez lui et il découvre un peu, il habite dans le quartier d'Hammersmith où habitait Morris. Il découvre une Londres complètement différente. C'est une espèce de grande campagne merveilleuse. La Tamise est devenue un fleuve qui est complètement intégré dans le paysage, avec de la végétation, des animaux, des gens qui pêchent. L'eau est propre, les gens sont tranquilles. Il y a un jeune homme qui se propose pour lui faire visiter la ville maintenant, puisque visiblement il ne reconnaissait plus sa ville. Et donc William Guest découvre une Londres après la révolution socialiste, bien entendu. Entre-temps, il y a eu une révolution socialiste. Mais encore une fois, le point sur lequel William Morris insiste, ce n'est pas juste le fait que le modèle économique a changé, qu'il n'y a plus d'usines, qu'il n'y a plus le propriétaire du moyen de production et l'ouvrier. Il y a toute une manière différente de concevoir le travail, de concevoir la vie sociale, la communauté, et dans laquelle la beauté et le jardin jouent un rôle fondamental, parce que la ville est devenue un jardin. Il n'y a plus d'ailleurs la rupture entre la ville et la campagne, comme il n'y a plus de rupture entre le beau et l'utile. Et là, par exemple, il y a une description d'un petit coin de Londres. Chaque maison était entourée d'un jardin soigneusement cultivé et regorgeant de fleurs. Les merles chantaient de leur plus belle voix parmi les arbres qui, si ce n'est un laurier ça et là ou de rares groupes de tilleuls, semblaient être tous des arbres fruitiers. Donc c'est un grand verger. Il y avait un grand nombre de cerisiers croulant sous les fruits à cette époque, et plusieurs fois, comme nous passions devant un jardin, des enfants et des jeunes filles nous offrirent des corbeilles de beaux fruits. Et cette partie de Londres qu'il décrit, c'est Trafalgar Square. Donc le changement a été vraiment radical. Bon, il s'amusait aussi un petit peu avec ça, mais bon, évidemment, le message est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il quitte Londres, William Guest, avec son ami, son guide qui lui fait visiter. Il découvre une campagne qui ne porte plus les marques de l'industrialisation, qui est redevenue une vraie campagne, avec des bâtiments qui sont des bâtiments inspirés de l'architecture dite vernaculaire, enfin ancienne, anglaise, avec des maisons en torchis, où il y a des gens qui ont l'air d'être très heureux parce qu'ils cultivent leur jardin, leurs fruits, ils se nourrissent d'eux-mêmes. Et il arrive dans une grande demeure, un petit manoir, avec un très beau jardin composé, avec ses arbres fruitiers, qui n'est que le jardin de Kelmscott Manor, qu'on retrouve dans cette vous vous souvenez du jardin, le grand jardin de William Morris, hein, on le voit dans cette photo, et on le retrouve aussi dans le frontispice du livre de Nouvelles de nulle part, exactement la même image. Parce qu'en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais William Morris avait créé aussi à la fin de sa vie une maison d'édition, une imprimerie, avec tout un travail de recherche sur les caractères anciens, comme vous le voyez très bien dans ces images. Donc il publie lui-même son livre.
Et ça, c'est très intéressant, parce que William Guest, en se réveillant, il dit, mais finalement, ce que j'ai vécu, ce n'était pas un rêve, c'était une vision, quelque chose que j'ai pu voir, et qui n'est pas quelque chose, une rêverie, disons, une sorte de vœu idéal. C'est quelque chose qui s'est incarné dans un lieu, en tout cas, par exemple celui-là, mais dans plein d'autres lieux. Et c'est ça c'est comme ça qu'il nous présente le jardin. C'est ça le message que William Morris a pour nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut parler de message. C'est que le jardin est ce lieu qu'on peut opposer à la modernité. C'est le jardin qui nourrit l'espoir. Marielle, tu l'as bien dit tout à l'heure. Ce qui nourrit l'espoir, alors que tout autour de nous pousse exactement vers le contraire, vers le désespoir le plus absolu. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement. Moi, je vis à la campagne. Je pense que quand je vois mes petits jardins à la campagne, je retrouve un peu cet état d'esprit-là. Donc, si c'est une utopie qui s'incarne et qui devient un véritable lieu, donc pas une utopie. C'est un lieu qui se réalise, que ce soit dans une ville, dans un quartier difficile, mais où il y a des ouvertures. Dès qu'il y a des ouvertures, il y a un jardin possible d'une certaine manière. Voilà, mais je vous incite surtout, évidemment, à lire Morris. Donc, il y a ce livre, En Nouvelles de nulle part, mais il y a tous les essais qui ont été publiés ces dernières années qui sont vraiment très intéressants sur l'architecture, sur l'économie. Il n'a pas beaucoup écrit sur les jardins, malheureusement. Ça, c'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Il y a quelques passages, ça et là, dans ses essais, mais vraiment, il n'a jamais fait quelque chose d'assez construit sur ces idées du jardin qu'on connaît quand même, parce qu'on les trouve dans ses lettres un peu, et qu'on les trouve dans ces lieux. Et puis, parce qu'on a beaucoup parlé de William Morris, surtout les gens comme Jekyll ou Will Robinson qui se considéraient comme ses disciples. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai trop parlé, mais on a encore quelques minutes. Et je voudrais donc du coup le mot de la fin à mon ami Eric de Rubercy, qui accompagne cette revue depuis longtemps, qui est toujours, je sais pas comment on peut dire, enfin, un pilier, ça fait un peu trop formel, un pilier de jardin, ça sent pas bon, non, mais qui a vraiment une présence amicale et puis sa contribution intellectuelle, bien sûr, est vraiment très forte. D'ailleurs, il me fait connaître des auteurs et aussi, par exemple, ce numéro, cette illustration de la revue que vous avez vue. Les illustrations sont pour ce numéro, à chaque fois, on change de dessinateur, d'auteur. Donc c'est Raphaël Bernard Bacot qui est ici, qui nous a donné, enfin qui nous a permis d'utiliser ces beaux dessins de légumes qu'on retrouve dans la revue. Donc c'est grâce à Eric, mais pas uniquement ça. Bon, il y a toujours sa contribution est toujours intéressante. Donc lui, Eric, encore une fois, comme Marielle, il n'a pas participé à la partie nourriture proprement dite. Donc, les nourritures du jardin, le jardin comme il est de la nourriture, n'est pas le sujet dont il parle, mais il est dans la partie lieu, dans la section lieu, comme Marielle. Mais bon, encore une fois, là aussi, évidemment, mais je pense qu'on va le voir dans ce qu'il va nous dire, on est toujours quelque part dans cette idée du jardin qui nourrit ne serait-ce que l'imaginaire. Oui, bonsoir. Je crois que le micro fonctionne, oui. Oui, c'est l'occasion pour moi de dire rapidement, publiquement, à quel point participer, collaborer à la revue Jardin est toujours un moment assez extraordinaire, parce qu'on est jeté là dans un thème que Marco a toujours le secret de vous donner, mais on s'aperçoit que rien n'est fait et qu'en fait, il faut trouver le sujet à partir du thème qui vous est donné. Et ça, c'est une aventure que je crois, je ne trouve pas dans d'autres revues, qui est tout à fait particulière à Jardin. Et là, simplement, je n'ai pas répondu au thème des nourritures, mais simplement à un lieu que j'ai choisi. Ça a une bonne raison à l'époque, parce que j'avais publié un ouvrage qui était l'esthétique du jardin paysager allemand au XVIIIe et XIXe siècle. Et j'avais besoin, en quelque sorte, à ce moment-là, après avoir considéré énormément de jardins paysagers, au fond, de trouver celui que je préférais et celui que j'aimais par-dessus tout, et qui était le jardin de Tifourt. Alors, le jardin de Tifourt, c'est un jardin, un des 3 jardins
disons, de Weimar en Allemagne. Et puisque vous avez le jardin du château du Belvédère, le jardin de la ville et ensuite le jardin de Tiefurt, qui est en fait le jardin qui était la résidence d'été de la duchesse douairière Anna de Saxe-Weimar-Eisenach, et qui était sa maison et qu'elle a elle-même aménagée. Alors pour revenir au livre, je dois dire que c'était un livre que j'ai écrit en collaboration avec deux autres spécialistes des jardins, qui sont Stéphanie Courtois et Marie-Ange Maillet, et qui était divisé donc en 3 parties, à savoir penser le jardin paysager, ensuite dont Marie-Ange Maillet avait fait l'essentiel en traduisant de nombreux textes d'époque sur la réflexion qui était menée à cette époque sur les jardins paysagers en Allemagne. Et le second chapitre dont je m'étais occupé était celui que j'avais intitulé « Arpenter, voir et décrire le jardin paysager », à savoir correspondait à un ensemble de textes aussi de l'époque, un ensemble de textes descriptifs d'un certain nombre de jardins paysagers allemands. Alors le troisième chapitre était celui dont s'est occupé Stéphanie Courtois, qui était celui de concevoir et créer le jardin paysager, à savoir tous les moyens matériels qui étaient mis en œuvre pour créer un jardin paysager. Ils étaient nombreux à cette époque, soit dit au passage, avec la découverte des transplantations d'arbres. Il y a de nombreux traités là qui sont en partie traduits. Tous les textes, en tout cas, qui figurent dans cet ouvrage sont inédits en français. Alors, pour un peu expliquer le contexte aussi des parcs paysagers allemands, il faut savoir que, évidemment, leur nombre est considérable. Il y en a peu qui ont disparu, tous ont été à peu près conservés, sont très bien entretenus aujourd'hui. Et ceci s'explique par le fait que l'Allemagne n'était pas un pays, mais avait un certain nombre de cours, et chaque cours avait 1 ou 2 jardins, et c'était vraiment la première chose qui était attachée à une cour que d'avoir un jardin paysager. Alors un jardin paysager, ça suppose que soit il a été créé à l'époque, où on a parfois détruit, mais très rarement, des jardins à la française pour créer un jardin paysager, ce qui est le cas au château de Belvédère à Weimar. Bon, c'est une exception, mais le parc de Tiefurt est un parc qui a été créé ex nihilo, si je peux dire. Alors, au fond, ce qui m'a donné l'idée aussi d'écrire un texte sur Tiefurt, c'était qu'à l'époque, on avait l'habitude de publier de nombreux guides qui étaient des guides de promenade, des guides de visite des jardins paysagers, et en quelque sorte, la visite était guidée comme un guide dans un musée, en fait, et on pouvait suivre la visite d'un parc, et il y avait même pour les plus grands parcs, je pense à celui de Wörlitz, eh bien, il y avait plusieurs circuits qui étaient possibles de visite. Donc, je n'ai pas voulu refaire un guide du 18e ou du 19e de Tiefurt. D'ailleurs, il en existe des descriptions à cette époque, mais plutôt un ensemble de notations, au fond, qui correspondent à de nombreuses visites que j'ai en particulier réalisées à Tiefurt, parce que pour voir un jardin, chacun le sait, il faut y retourner en toute saison, et on ne voit jamais la même chose, et regarder ne suffit pas, il faut y habiter un petit peu, on nous en a parlé souvent, et c'est ce qui a été le cas avec le parc de Tiefurt. Alors le parc de Tiefurt a cette particularité, c'est qu'il ne correspond absolument pas à ce qui est d'habitude les grands parcs de l'époque, comme ceux de Wörlitz, mais aussi de Cassel, qui sont des très très grands parcs avec de nombreuses fabriques.
ou comme celui de Schwetzingen encore, qui sont des parcs de cours, où vous avez un ensemble de monuments qui vont de la mosquée jusqu'à l'aqueduc romain. Goethe s'en moquait un petit peu, et précisément à Tifourt, vous n'avez rien de tout ça, mais vous avez un jardin en quelque sorte du souvenir, puisque vous avez beaucoup de monuments, de quelques petits monuments pour les gens de la famille de la cour, dont le plus jeune fils ou le frère du duc de Saxe-Weimar-Eisenach, qui était décédé au combat et qui est enterré et qui a un monument dans le jardin. Mais surtout, pour revenir à l'évocation du château de Tifourt, je voudrais dire une chose, c'est que c'est aussi un jardin littéraire, en ce sens qu'on l'appelle souvent le jardin des muses, en ce sens que Weimar était bien entendu le lieu de résidence à la fois de Goethe, mais aussi de Schiller, de Wieland et de Herder, ce qui à l'époque était considérable, représentait à peu près toutes les lettres allemandes, et que les familiers de ce jardin étaient tous ceux que je viens de nommer en fait, et même quelques pièces de théâtre étaient créées au sein même du jardin de Tifourt, dont 2 petites pièces qui avaient été créées par Goethe, à savoir qu'on vivait littéralement dans le jardin de Tifourt. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que le jardin de Tifourt ne correspond à rien, en fait, à ceux dont on a l'habitude de visiter en Allemagne, et que, en fait, j'ai trouvé la résolution du mystère qui était attaché pour moi au charme de Tifourt que dans la phrase que j'ai trouvée dans la correspondance de Rilke et qui a donné le texte le titre à mon texte, c'est-à-dire d'ailleurs j'ai vu un Tifourt si humble. Voilà tout ce que je peux dire sur mon choix de consacrer au parc de Tifourt un texte. Je crois que avoir dit un peu de ce que je peux dire parce que le temps nous est compté, je crois, mais oui. Voilà. Tu peux anticiper le prochain numéro. Alors, le prochain numéro, oui, on peut dire, je crois, le thème, c'est, mais Marco veut peut-être l'annoncer, sinon, s'il n'est pas connu, c'est celui de la mémoire. C'est bien ça, oui, voilà. Et donc, effectivement, j'ai envoyé à Marco un texte sur la mémoire des arbres, voilà. Parce que je considère, au fond, qu'il n'y a pas de jardin sans arbre, ou au moins un arbre, et que... Comme on l'a vu dans les images. Comme on l'a vu dans les images, oui. Merci beaucoup, Eric. Donc voilà, je ne sais pas si on peut peut-être faciliter une question ou deux, si vous avez des remarques ou des questions à poser à nos amis. Ou si vous voulez, on peut peut-être plutôt continuer à converser entre nous, comme on le fait d'habitude à la fin de ces rencontres. On peut continuer à échanger. Donc la revue est en vente. Je suis désolé parce que on n'a pas pensé à proposer aussi vos 2 livres. Ça a été l'occasion de les diffuser un peu. Mais bon, si vous voulez, on peut les dédicacer. Vous avez des auteurs de la revue. Et voilà, et on peut continuer la conversation. Et puis le prochain rendez-vous ici à la Maison des Sciences de l'Homme, donc la prochaine rencontre de l'Institut européen des jardins et paysages sera le 15 mai avec Jacques Lénard, Cristina Castelbranco, Laure Coignam. Voilà, on parlera du paysage comme œuvre d'art. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine occasion.